Je passe tout de suite la parole à Farid El Yamni, pour 20 minutes, de nouveau. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Mon intervention traitera de la question des violences policières et tout particulièrement de la question de ces traitements judiciaires. Et je vais commencer mon intervention par un coup de gueule. Ce sujet arrive dans un contexte particulier où un gendarme vient de perdre la vie dans une attaque terroriste. Tout cela fait naître, comme à chaque fois, du chantage. Sous prétexte que des vies humaines seraient injustement tuées, d'autres devraient être tues. Nous ne cautionnerons jamais le chantage que l'on nous fait subir, sous prétexte que l'on pourrait nous rendre service, sous prétexte que des injustices touchent des forces de l'ordre, on devrait accepter l'atteinte de nos droits les plus inaliénables par vengeance collective. Nous ne cautionnerons jamais le raccourci que l'on nous fait subir, que sous prétexte qu'on aurait la haine de l'injustice, on aurait la haine tout court. Nous ne cautionnerons jamais que l'on nous essentialise, que l'on nous catégorise et que l'on nous rende responsables de ce que l'on n'est pas en fonction de la catégorie dans laquelle on nous a placés. Et nous résisterons. Résister, c'est d'abord comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre le processus qui naît à partir des violences policières et qui se termine par la fabrique du non-lieu, de l'acquittement ou du sursis, et ce qu'il dit du monde dans lequel on habite. Je vous parlerai des différents intervenants de ce processus, des flux circulaires qui sont en jeu, des dysfonctionnements qui sont récurrents, des garde-fous qui peuvent les éviter. Tout cela nous amènera à nous interroger sur les possibilités d'amélioration ou d'innovation. Et si aujourd'hui, je vous parle de tout cela, c'est que mon vécu m'a amené à vous en parler. Le 1er janvier 2012, à Clermont-Ferrand, dans un couloir du commissariat, mon frère Wissam El Yamni a été tabassé à mort par des policiers qui, selon les témoins, jouissaient de ses cris et de sa souffrance. Aujourd'hui encore, ces témoins de cette mise à mort dans le commissariat n'ont toujours pas été entendus par le juge d'instruction. D'autres témoins, eux inoffensifs, l'étaient pour faire diversion. Aujourd'hui encore, la vérité médicale, notamment, nous est refusée, comme on a refusé le visionnage des images de vidéosurveillance dans la mort d'Alizéry ou dans l'éborgnement de Castille. En 6 ans, je n'ai jamais vu une seule affaire de violence policière où il n'y avait pas à un moment donné un dysfonctionnement ou une injustice dans l'instruction ou dans le jugement. La normalité est la normalité. C'est la raison pour laquelle le prestigieux New York Times parlera de culture d'impunité de la police française. C'est la raison pour laquelle le prestigieux Guardian parlera de système judiciaire détraqué. C'est la raison pour laquelle la très institutionnelle Cour européenne des droits de l'homme et la très institutionnelle ONU pointent chaque année la France. C'est la raison pour laquelle Mediapart titrait en avril dernier sur le traitement judiciaire de la mort de mon frère que c'était l'histoire d'un fiasco judiciaire et d'une police intouchable. Comme dans l'affaire d'Adama Traoré où un procureur ira mentir devant les médias, le procureur Pierre Sénès ira dans notre affaire fièrement affirmer que mon frère était sous l'emprise d'un cocktail de drogue et qu'il en est mort devant la presse qui le relaiera aveuglement. Lorsqu'on est allé demander l'avis des plus grands scientifiques en toxicologie du monde sur le sujet, ils étaient catégoriques. C'est impossible scientifiquement. Mon frère était en dessous de la limite de mortalité. Il était en dessous de la limite de toxicité, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de principe actif dans le sang. Il était même en dessous de la limite de positivité, c'est-à-dire qu'il n'aurait même pas été contrôlé positif à un contrôle routier au moment de son interpellation. Nous avons apporté ces éléments scientifiques à la justice, mais la version d'une mort par overdose était arrangeante et la vérité est dérangeante. On cherche à scénariser le doux rêve que beaucoup ont choisi de croire. On cherche à marteler le mensonge comme si un mensonge répété devenait une vérité. Aujourd'hui encore, lorsque vous tapez le nom de mon frère sur Internet, vous trouvez la version erronée du procureur. À l'injustice de la mort, à l'injustice de ne pas faire la vérité, à l'injustice de ne pas rendre justice, il y a une dernière injustice, celle de nous déshonorer. Au début, comme toutes les personnes, sans exception, qui sont passées par là, on pensait que la justice était égarée. Et on passait notre temps à lui montrer qu'elle se trompait, cherchant à l'amener de manière innocente à la raison. Aujourd'hui, je constate que l'instruction n'a été ouverte dans l'affaire de mon frère que pour détruire tout doute insupportable pour des esprits suprémacistes de la culpabilité de ses bourreaux. Ce n'est pas une enquête, c'est une inquisition faite par des enquêteurs dont je m'apercevrai rapidement d'affaire en affaire qu'ils sont habitués à mentir et à s'arranger avec la vérité quotidiennement pour satisfaire ce qui les anime, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire classer des affaires. L'exécutif, c'est avant le juge la réalité des faits sur les questions de violence policière. Lorsqu'il y a une volonté politique de rendre publique la vérité, on donne les moyens aux enquêteurs de l'affaire. Lorsqu'il y a une volonté politique
de ne pas rendre publique la vérité, on ne donne pas de moyens au juge d'instruction. On l'a rendu en réalité volontairement impuissant. On l'a relégué à être un entérineur. Le juge n'est que l'architecte dans une enquête, le maître d'ouvrage. On lui a confisqué ses moyens propres. Désormais, il dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir, et l'exécutif lui apporte ce qu'il veut. Et parfois même, l'exécutif lui apporte sans qu'il n'ait rien demandé. Le juge, même lorsqu'il est honnête, il n'a pas d'autre choix que d'accorder une confiance aveugle à des gens qui n'ont pas de scrupules à mentir. Et parmi ces maîtres d'œuvre, il y a la police des polices. Lorsqu'il s'agit de violences policières, la police des polices n'a pas d'intérêt à reconnaître la vérité. Elle a un intérêt à reconnaître la vérité lorsqu'elle est à l'origine de la révélation publique. Et si de temps en temps, elle lâche du zeste sur une affaire dont elle n'est pas la source de la révélation publique, c'est pour mieux enterrer les 100 autres affaires moins acceptables pour l'image de l'institution dont elle s'estime garante. Chaque année, la directrice de l'IGPN, et là ça va arriver dans pas longtemps, vous verrez, fait un rapport annuel où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout va bien puisque l'on nous dit que le nombre de mauvais traitements doit être rapporté au nombre d'arrestations beaucoup plus important, et donc c'est plus acceptable. C'est minable, n'est-ce pas? Et pourtant ça passe. On laisse entendre, et c'est ce qu'on nous dit souvent, que ça serait pire ailleurs, pire avant, pire autrement, donc ça serait ici plus acceptable. On est gouverné par le pire et non par le meilleur. Cette pensée est majoritaire dans la société. Le système ne serait pas parfait, mais il serait acceptable. C'est une autre forme de chantage. Ce n'est pas parce que l'on peut nous rendre service que l'on doit tout accepter. C'est vicieux. C'est cette notion de seuil qui maintient des injustices structurelles ici et maintenant au lieu de les supprimer définitivement. C'est elle qui nous donne l'injonction de rester à notre injuste place, c'est-à-dire invisible, impuissant, c'est-à-dire sans défense. C'est cette tactique qui épuise notre stratégie de libération. Une injustice perdurera tant que l'on s'entendra sur une notion de seuil. Plutôt que de penser en termes de seuil, nous devons plutôt réfléchir en termes de mécanique. Faire l'effort de penser, comme a été dit tout à l'heure, en termes de qualitatif plutôt qu'en termes de quantitatif. Et se poser la question, qu'est-ce qui est automatique et immanent et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand une personne est victime de violences policières et d'une injustice en général, est-ce que de façon automatique, nos droits sont respectés? Aujourd'hui, nos droits ne sont pas automatiques. Et des droits qui ne s'exercent pas de façon automatique sont des droits, au fond, qui n'existent pas. Je ne peux pas vous parler de violences policières et de la farce judiciaire, puisque c'est le sujet aujourd'hui, sans vous parler de la question des expertises et des figures d'autorité. Sénèque rappelait qu'il est facile de débattre lorsqu'on a une autorité à ses côtés que tout le monde respecte. Aujourd'hui, on respecte naïvement les experts en tout genre sur les plateaux télé et jusque devant les tribunaux. On les pense objectifs, sincères et sérieux. Certains le sont et font honneur à leur métier, mais d'autres ne le sont pas et sont simplement hypocrites, vicieux, gouvernés par leurs intérêts. La question des experts est un joker que l'on nous sort quand on ne sait plus comment forcer une injustice propagandiste. Ce réflexe me fait le même effet aujourd'hui qu'un tour de magie dont je connais les ficelles. Maintenant, vous le connaissez aussi. En 2018, il n'existe pas de conseil des sages qui valide et vérifie la véracité scientifique d'une expertise. L'expert peut être tenté de s'auto-censurer. Plus il ira dans le sens pour lequel il sera missionné, plus on l'appellera. Mieux il pourra financer ses investissements, et plus il côtoiera et partagera le paradigme de nos bourreaux. Ce paradigme qui leur dit qu'il est juste d'être injuste avec nous, et que l'on peut s'accommoder avec la réalité. Dans notre affaire, l'expert cardiologue missionné par la justice n'exerçait pas en cardiologie, mais en gériatrie. Et selon un vrai expert cardiologue qui exerçait en tant que chef de cardiologie, le charlatan ne savait même pas lire un électrocardiogramme. En 2018, il existe des standards pour allumer la lumière, pour changer un meuble, mais il n'existe pas des standards pour faire une expertise. Un expert peut écrire ce qu'il veut, de la manière qu'il veut, avec les moyens qu'il veut. L'expert est nommé par des magistrats incompétents dans leur domaine d'expertise. Il peut les enfumer si le juge est honnête, ou les accompagner dans leur malhonnêteté si le magistrat sont malhonnêtes, lâches ou carriéristes. Mais ce n'est pas étonnant puisque l'important pour la justice en réalité, c'est la conclusion qui est écrite en amont du développement de l'enquête. À l'ère de la béfémétisation de l'information, où l'on n'a plus le temps de suivre un raisonnement, l'important c'est la conclusion. On s'est laissé déposséder. L'important c'est la conclusion parce que les gens ne liront pas l'expertise de toute façon. Ils n'ont plus le temps. Ils sont habitués à n'entendre qu'une phrase qui résume un sujet complexe. Ils goberont seulement dans les médias que selon une expertise ou sa variante, selon des experts, que la version officielle est validée. Et lorsque vous vous apercevrez de cette entourloupe, comme pour l'histoire de la drogue pour mon frère, ça sera trop tard. Le mal sera fait. La criminalisation, la diffamation
aura opéré. On a maintenu les gens dans l'opium du doux rêve et on ne se solidarisera pas avec les caricatures qu'ils ont faites de nous. Vous êtes désormais indéfendables, vus comme des capricieux, des ingrats, lorsque vous oserez hausser la voix. Dans l'affaire Théo, la justice, via le procureur, a cherché à réfuter le mot viol, qui était offensant pour l'image de la police, en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un viol, parce que c'était involontaire. Involontaire ou pas, il s'est fait vite rappeler qu'une pénétration non consentie est un viol au sens légal. Alors on nous a sorti des experts travaillant avec le ministère de l'Intérieur, comme c'est l'accoutumé quand la police des polices a décidé de couvrir une affaire, qui ont certifié que les gestes étaient réglementaires et qu'il faut supprimer le mot viol parce que la pénétration n'est pas assez profonde. À l'heure où je vous parle, Théo vit toujours avec une poche externe. La police ne peut pas arrêter, la justice ne peut pas prononcer un châtiment si ces institutions font preuve d'empathie. On ne développe pas l'empathie dans ces groupes. On apprend à la taire, à la détester comme une faiblesse. Faire preuve d'empathie est incompatible avec les fonctions coercitives. Il s'agit plutôt de se sentir puissant. Et se sentir puissant, c'est dominer ceux qui ne se laissent pas dominer et regarder des vies détruites comme un tableau de chasse. Il s'agit pour les forces coercitives de dominer sa propre sensibilité, de ne pas perdre la face. Il s'agit de valoir quelque chose individuellement parce que le groupe vaut quelque chose, ou valoir quelque chose parce que l'autre, le barbare, ne vaut rien. Alors il s'agit de défendre l'orgueil des institutions. Et je parle bien d'orgueil et pas d'honneur. L'orgueil reposant sur le mensonge, l'honneur sur la vérité. En cherchant à défendre l'orgueil des institutions qu'elle appelle honneur, la justice en réalité se déshonore aux yeux de l'histoire. Mais l'illusion du pouvoir enivre cette réalité. C'est comme si on nous disait on a le pouvoir et on vous emmerde. Nous sommes les seuls à vouloir défendre l'honneur de la justice face à elle-même, contre elle-même, et avoir dans l'idée de justice une notion beaucoup plus élevée que ce dont une institution a décidé de s'accaparer le nom. Parce que nous sommes les seuls à faire notre devoir, parce que nous sommes les seuls à être dans la vérité objective et dans une vision inclusive. Le processus que je décris n'a pas de boucle de retour. Il est donc forcément, normalement chaotique, et mènera tôt ou tard, s'il ne se réforme pas, comme tout système chaotique, et ça c'est valable pour tout, pour la nature, pour les algorithmes, pour tout système chaotique qui n'a pas de boucle de retour mène à son autodestruction. Comme disait Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. La question est donc la suivante. Est-ce que le système est capable de se réformer? Alors je vais vous donner quelques exemples. Un policier est condamné pour une balle dans le dos dans l'affaire Amin Bentoussi. Ok, on profite du terrorisme et de la peur pour imposer une loi qui rend légal de tuer sans être en état de légitime défense. On entend déjà parler de procès-verbal anonyme dans les affaires de violence policière. La question n'est pas si cette loi passera, mais quel événement la fera passer. Demain, parce qu'un enquêteur sera victime de vengeance, on rendra les procès-verbaux des policiers anonymes et il sera impossible de prouver un mensonge parce que la source sera inconnue. On nous dira que la source, à la manière des experts, est fiable. C'est ainsi et il faut l'accepter. Là, on parle de donner une confiance absolue à des gens habitués à mentir sous serment, à avoir un comportement amoral. En plus d'être sans défense, on veut nous supprimer nos voix, nos écrits, comme on s'est habitué depuis l'arrivée de Manuel Valls au pouvoir à des interdictions de manifestation. Le préfet Jacques Bihan nous a interdit récemment la liberté de réunion pour la plantation d'un arbre, parce que les policiers ont menacé de faire une contre-manifestation violente. On demande la caméra pour filmer les policiers, pour être témoin des violences policières. Ok, mais il est actionné par le policier quand il l'entend pour mieux les justifier. On critique les techniques d'immobilisation mortelle, mais qui ne sont pas interdites. Ok, elles sont utilisées comme alibi pour dissimuler des actes de torture. Voici où on en est. Voici ce qu'ils ont fait du pays des droits de l'homme. Le système se réforme dans le mauvais sens. On apprend des condamnations pour mieux éviter de condamner la prochaine fois, au lieu d'apprendre des injustices pour éviter de mieux les reproduire. On assiste malheureusement à une tendance à rendre l'illégitime légal au lieu de rendre l'illégitime illégal ou le légitime légal, comme ça devrait être le cas dans une société idéale. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à chercher à l'améliorer. La réalité est aussi sensible. Nous ne sommes pas des machines. Si on veut éviter des drames et permettre à des personnes de cicatriser des blessures de l'âme, comme il s'agit dans les cas de violences policières, il faut aussi agir dans ce sens.
comme il nous faut pousser le système jusqu'à ses derniers retranchements, afin que l'invisible devienne visible, que les gens voient que les garde-fous sont dévoyés et que les solutions simplistes, linéaires que nos gouvernements apportent sont en réalité les problèmes circulaires des problèmes linéaires que l'on nous présente, et qu'en ce sens, ils manquent de hauteur et ne sont pas dignes de notre confiance et de leur responsabilité.